Dans cette édition de Zoom sur le 237, le cri du cœur qui résonne dans nos quartiers entre ampoules éteintes, robinets à sec, eau, électricité, le temps des coupures alors que les fêtes de fin d'année approchent. Pourquoi le rationnement s'intensifie-t-il? Nous ferons le point sur cette crise qui pèse sur les ménages et l'économie locale. Puis nous passerons au cœur de l'actualité institutionnelle, une onde de choc qui a parcouru les réseaux sociaux et certains médias cette semaine. Une prétendue suspension du Cameroun de l'Union africaine. Le gouvernement a donc démenti formellement cette action. Entre rumeurs de déstabilisation et réalité diplomatique, nous analyserons la réaction de Yaoundé et les dessous de cette affaire qui secoue la sphère panafricaine. Madame, Monsieur, veuillez donc vous installer confortablement pour comprendre le Cameroun d'aujourd'hui. Et il faudrait bien sûr regarder là où les autres ne font que passer. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être en votre compagnie ce dimanche 21 décembre 2024 où également l'Afrique s'apprête à célébrer sa fête dans sa version footballistique. Forum Média Africa également sera de la partie pour ceux-là qui devront nous suivre pour vous faire vivre certaines notamment de ces rencontres, mais également aussi des différents shows qui sont attendus au cours de ce rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les sujets qui nous intéressent pour Zoom sur le 237 au Cameroun, eau, électricité, le temps des coupures pratiquement à plus de 2 voire 3 semaines aujourd'hui que les robinets sont secs au Cameroun pour le cas notamment de la ville de Douala. La raison a été donnée par l'entreprise en charge donc de l'Olakam Water des dysfonctionnement au cours de ce mois de décembre qui a donc entraîné le problème de captage d'eau à travers le moteur pompe qui devra servir du côté de la station de captage de Yatodeur, du côté donc de la périphérique entre Douala et le département du Sud-Ouest. Rien n'est donc jusqu'ici. Désormais, ce sont les forages qui servent de point d'eau pour les différents citoyens des villes camerounaises en général. Qu'en est-il réellement sur cette question d'eau? Mais bien avant, il faut également évoquer que on a très souvent connu les problèmes d'eau au Cameroun. On avait le problème par épice, qui aura servi peut-être pour le cas notamment de la ville de Yaoundé et Douala où on parlait du volume de mètres cubes d'eau qui devait permettre davantage de pouvoir couvrir la ville, les différentes villes du Cameroun. La nouvelle équipe dirigeante de la Cam Water s'est souvent attelée à pouvoir apporter des solutions. D'ailleurs même, elle a souvent été vécue comme une équipe qui semble apporter du nouveau. Celle bien sûr menée par le docteur Blaise Moussa, mais concrètement, est-ce qu'il s'agit d'une question de politique au niveau de la gestion de l'eau, tout comme de l'électricité? Ou, souvenez-vous, il y a quelques jours encore, nous parlions ici sur ce même plateau de la nationalisation du secteur énergétique au Cameroun, avec l'État du Cameroun qui a donc eu à racheter des actions des NEO. Mais on se rend compte que c'est devenu une sorte de noir. Sur les réseaux sociaux, on lit souvent, très souvent, chaque après certaines soirées, la minute noire pour observer certains quartiers des grandes villes du Cameroun qui sont dans le noir. Par moments, pour certains, c'est devenu comme une sorte de jeu de lumière. Et puisque nous sommes en période de fête, l'on s'amuse très souvent à indiquer que un agent, justement, des NEO voit souvent son fils prendre la télécommande et pianoter là-dessus pour pouvoir observer. Mais il est clair véritablement qu'il y a un déficit avec ces différents approvisionnements, le rationnement de l'énergie électrique malgré la multiplicité des barrages hydroélectriques qui n'apportent rien du tout. On va tenter de comprendre un peu cette question qui pèse davantage lourd sur les ménages et l'économie locale. Et puis nous allons nous intéresser sur la question d'actualité qui a touché le Cameroun, mais également aussi le continent africain, voire le monde. Une prétendue suspension du Cameroun, notamment au niveau de la prise de parole au sein de l'Union africaine pour un règlement de 2 milliards qui n'aurait pas été justement
payés. Mais le gouvernement a démenti également cette sortie à travers des communiqués, notamment celui du ministre des Finances qui s'est adressé à son collègue des Affaires extérieures pour indiquer qu'un problème d'ailleurs avait survenu comme cela au mois de juin dernier, où il était question que le Cameroun puisse connaître un déficit en termes du réglage de ses cotisations, mais au courant du mois d'octobre, une partie avait d'ailleurs été réglée à hauteur pratiquement de plus d'1 milliard de francs CFA, et le Cameroun justement n'était que encore débiteur d'une dette de près de 975 000 dollars par là, millions de dollars par là, c'est ce qui devait être là, mais jamais il n'a nullement été indiqué que le Cameroun avait été suspendu, d'où est donc partie cette rumeur, même si le communiqué celui du ministre des Relations extérieures évoque notamment une page en ligne, Internet, du côté de Yaoundé, qui est des faits d'ici, qui aura davantage fait exploser donc la nouvelle captée par les uns et les autres. Des comparaisons ont d'ailleurs même été faites avec les milliards qui ont été disposés pour la CAN 2025 à hauteur de 5 milliards, même si, selon certaines sources, uniquement 1,5 vont servir pratiquement aux Lions indomptables du Cameroun, les autres 3,5 millions. Allez savoir ce que cela va devoir servir pour les copains de certains qui sont aux affaires, mais là n'est pas le débat. Toujours est-il, comme vous l'avez fait cette comparaison, que comment le Cameroun pourrait-il se retrouver à court de paiement d'un montant de 2 milliards de francs CFA? Est-ce une question notamment des enjeux au niveau politique, puisque l'État lui-même avait indiqué pouvoir quitter certaines institutions de l'ordre de 35% des cotisations, parce que selon le ministre des Finances, l'on ne se souvenait même plus de la dernière, ou bien de la date de création, ou bien encore d'adhésion par le Cameroun dans ces organisations. Est-ce donc cette affaire, ou bien une question de souveraineté, ou encore des questions économiques? Madame, Monsieur, ils vont reprendre une sonde pour cet après-midi, avec lesquelles nous allons essayer justement d'aller dans l'analyse de ces sujets. Commençons toujours par celui qui est le plus éloigné de nous géographiquement et qui nous fait l'honneur de répondre toujours présent, africain ailleurs comme ici et camerounais de tous les temps, fois comme il est du côté de Bruxelles, sur Henrietta Tangana, que nous appelons effectivement Tonton Harry. Bon après-midi. Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Ça dépend de là où vous êtes. Nous, il est déjà, on est en hiver et à 17h30 en hiver, il fait nuit. Très bien. Merci de m'avoir invité. Je dis bonjour à mes copanélistes que vous avez le privilège de présenter. Je ne vais pas déflorer votre présentation. Et je dis bonjour à toute la famille panafricaine qui prend la peine de nous suivre. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité sur Forum Média Africain. C'est nous qui sommes ravis, Monsieur Atangana, d'être en votre compagnie parce que vous avez bien sûr accepté de répondre à notre invitation. L'autre invité également, c'est quelqu'un qui s'habitue à nos plateaux, de part également aussi en tant qu'un acteur panafricaniste, quelqu'un qui observe la société, mais aussi par une casquette d'homme politique, parce qu'il est secrétaire national au développement du côté du peuple uni pour la rénovation sociale. J'ai nommé le PURS, lui aime souvent le dire, le PURS de Serge Espoir Matomba. J'avais envie souvent de lui poser la question, est-ce qu'il y a plusieurs PURS? Bruno Lombo est avec nous. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, monsieur Noira. Bonsoir à notre cher Henrietta Tangana de l'autre côté. Bonsoir au Cameroun, bonsoir au peuple panafricain, et nous espérons que ce soir encore, nous allons essayer à notre niveau de faire en sorte que les lanternes soient beaucoup plus éclairées. Alors, je vais commencer par vous directement parce que M. Atangana a vécu ces situations, il les entend davantage et il peut avoir aussi un autre regard, mais vous êtes directement au quotidien et au contact. Nous assistons ces derniers temps à des coupures d'eau et d'électricité. L'eau même, ça ne coule pratiquement plus. Près de 3 semaines pour ceux qui sont par exemple dans la ville de Douala. Dans d'autres villes, on peut bien imaginer qu'il y a certains robinets où des mois, on n'a jamais vu la couleur de l'eau couler. Ajouté à ça, il y a ces coupures d'énergie électrique, du courant électrique, comme on l'appelle généralement. Tantôt, il y a l'énergie ici aujourd'hui, tantôt, il n'y en a pas. Parfois, c'est un retour où ce n'est pas bon. Parfois, c'est là-bas, dans d'autres villes, dans certains secteurs.
on connaît des difficultés énormes d'accès à la ressource énergétique. Qu'est-ce qui peut justifier un tel renseignement? Et au moment où nous sommes en une période de fête de fin d'année, on sait combien on peut avoir besoin de l'eau. On sait combien l'électricité est importante parce qu'il y en a des grands frères qui sont là dehors. C'est une appellation pour indiquer de ces personnes qui cherchent toujours de noir pour pouvoir soit chipper ou bien faire du mal à certains citoyens. Quel est le regard que vous vous posez sur cette question? C'est la désolation et c'est la consternation totale parce que à la veille, n'est-ce pas, des fêtes de fin d'année, on se retrouve en train de chercher de l'eau, comme si c'était une denrée assez rare. Déjà, il faut dire que l'eau à Douala aujourd'hui est une denrée rare. On se retrouve en train de chercher la lumière. C'est-à-dire que c'est des situations qui font en sorte que les populations se sentent complètement délaissées. Délaissées parce que les services de base ne peuvent pas être remplis. Autrement dit, ne pas avoir accès à l'eau, c'est la porte ouverte directe à des maladies, à des questions de santé. L'électricité encore, on peut encore réfléchir là-dessus, mais l'eau, on dit que l'eau, c'est la vie. Donc, on ne comprend pas comment, au Cameroun, en 2025, qu'on fasse 3 semaines et qu'aucune goutte d'eau ne coule des robinets, là, il faut se poser les vraies questions. Quel est le réel problème? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une rareté de la ressource? Encore que quand on parle de rareté de la ressource, ça veut simplement dire qu'on ne trouve pas de l'eau, on ne trouve de l'eau nulle part, ce qui n'est pas le cas. Ça veut donc simplement dire qu'au niveau des infrastructures ou bien au niveau des institutions qui doivent gérer la distribution de l'eau dans la ville, il y a nécessairement un problème. Donc, ça nous amène donc à nous poser la question de savoir que fait donc cette institution, en l'occurrence Cam Water, pour que l'eau disparaisse, n'est-ce pas, des ménages dans la ville de Douala. Que fait donc Cam Water? En réalité, on devrait au moins avoir une communication qui nous dise voici les problèmes que nous avons, voici les palliatifs ou bien les moyens de contournement pour mettre au moins la population à l'aise. Mais aujourd'hui, les gens sont obligés de sortir, parcourir 2, 3, 4 km pour trouver un forage, pour pouvoir avoir de l'eau. Mais c'est impensable dans une ville comme Douala. Donc, nous appelons fermement, justement, les pouvoirs publics, nous appelons les responsables de ces institutions à bien vouloir mettre les bouchées doubles pour que cette fin d'année-ci soit au moins après les événements qu'on a connus pendant cette période électorale, parce que nous savons que Douala est une poudrière actuellement, où la moindre étincelle peut faire jaillir tout et n'importe quoi. Il est donc nécessaire et important que cette situation soit prise à bras le corps et qu'elle puisse trouver une solution de manière très très rapide, au moins pour colmater les brèches et faire en sorte que les populations, sur le point de vue de la santé, aient au moins le minimum pour pouvoir être à l'aise. Merci. Monsieur Henri Atangana, dans la question notamment de l'accès à l'eau potable des robinets, la raison qui est évoquée pour le cas notamment de la ville de Douala, on est à 3 semaines. Dans certaines villes du Cameroun, ça peut parfois venir, parfois on n'y est pas, mais principalement, hormis les autres raisons qu'on a très souvent connues, c'est que la station de captage d'eau de Yato 2 a eu un problème avec le moteur pompe. Et je voudrais vous poser d'abord la question sur un premier aspect concernant l'eau. Est-ce que le fait que le moteur pompe est un problème dans le cadre de son dysfonctionnement, parce qu'il y a eu 2 situations qu'on a connues, peut-il entraîner qu'il y ait jusqu'à 3 semaines où l'eau ne coule pas dans les robinets? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de substitution qui doit généralement être prévu? Ça, c'est une raison. L'autre raison, généralement, qui est souvent parfois évoquée, qu'est-ce qui peut justifier que parfois l'eau ne coule pas dans les ménages pendant de longs mois, peut-être dans d'autres villes comme Yaoundé? Est-ce que ce sont des questions d'anciennes installations où des gens peut-être ont eu à mal gérer, ou bien comme il y avait d'abord
la CDE, et puis il y avait encore la Camwater, parce que l'actuelle administration fait du mieux qu'elle peut, selon moi, ce que nous recevons sur le terrain, avec une administration jeune, un directeur jeune pour tenter de faire quelque chose. Comment est-ce que vous observez ça depuis Yaoundé? Et puis, pour le cas notamment, j'ai dit depuis Bruxelles, pour le cas notamment du courant électrique, parce que ce sont deux choses qui se lient. On avait évoqué généralement la nationalisation de l'électricité, mais on se rend encore compte qu'au sein de la structure qui continue d'assumer la distribution de l'énergie au Cameroun, qui fait le rationnement en ce moment avec les problèmes que nous connaissons, malgré qu'il y ait une multiplicité des barrages hydroélectriques, il y a le projet PIRAS, qui est un projet notamment, je crois, un projet d'électrification électrique mis sur pied par la Banque mondiale qui avait été financé pour le cas du Cameroun. Et on indique que les structures qui sont en interne, du moins qui assurent la gestion aux côtés du concessionnaire Néo, connaissent des mois d'aéré. Est-ce que c'est ce qui davantage pourrait justifier le problème des coupures au Cameroun, ou encore cette absence de politique avec les barrages qui ne tournent pas à plein régime? Ces deux sujets, et je vous les soumets à votre analyse pour tenter d'avoir des éléments de réponse. Oui, la première chose que je vais remarquer, c'est la difficulté que vous avez eue à cerner le problème. C'est pas si vous êtes aperçu que vous-même, et il n'y a pas que vous, moi, n'importe qui, dès qu'on nous met devant ce problème-là, on ne sait pas par quel bout commencer. Parce qu'on se demande, est-ce que c'est les incompétences des anciens? Est-ce qu'on ne sait pas par quel bout commencer? Ça commence là. On ne sait pas par quel bout commencer ou essayer de résoudre quel problème. Alors, moi, je vais essayer d'être un peu structuré pour donner du sens à tout ça. Alors, la première chose que je vais faire remarquer, c'est que nous sommes des pays très jeunes. On a eu les indépendances en 1960, moins de l'espace d'une vie humaine. Et avant ces indépendances, qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Nous sommes des colonies. Nous sommes colonisés. Nous ne sommes pas indépendants. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période-là, le pays est organisé comme une colonie. Mais il n'est pas organisé comme n'importe quel autre pays. La police, les infrastructures sont faites pour favoriser le colon. Et les autochtones après l'indépendance, qui prennent la direction du pays, eux sont de parfaits incultes. C'est-à-dire qu'en fait, après la décolonisation, des gens se sont retrouvés niveau CM2 et on leur a laissé de gérer des infrastructures dont ils n'avaient absolument pas la compétence. Alors, moi, je ne parle pas au hasard, je ne fais pas de la philosophie. Il n'y a qu'à regarder en 1960 combien de bacheliers au Cameroun. Quand vous allez regarder ça, vous allez comprendre. Les services de police, par exemple, qui permettent d'assurer l'ordre public. L'ordre public n'était pas là pour assurer l'ordre public, mais protéger le colon blanc. Je pèse mes mots. La police n'avait pas pour rôle de protéger les citoyens. Parce que dans une colonie, il n'y a pas de citoyens. Il y a des êtres supérieurs qui sont des colons, et puis il y a des êtres inférieurs. D'ailleurs, le statut, ce n'est pas le statut d'égalité devant la loi. Le statut est un statut de supériorité. Il y a des quartiers où vous n'avez pas accès quand vous êtes noir et des quartiers que vous avez accès quand vous êtes noir. À une certaine heure, vous pouvez aller dans tel quartier ou pas. Il faut comprendre tout ça pour savoir d'où on vient. On va donc hériter de la possibilité de créer un pays au départ de tout ça. Au départ, des gens qui, eux, d'abord, ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la mesure des infrastructures. Ils n'en ont pas les moyens. On va donc très, très vite, après les indépendances, former des gens aux technologies, former des Camerounais. Bon, c'est un peu comme si je vous prends aujourd'hui, et c'est ça qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire, je veux un directeur général de la SNEC, et je vais vous prendre, vous sortez de l'école,
et je vous mets directeur général de la SNEC. Sans aucune expérience professionnelle. Est-ce que vous pouvez imaginer à Paris, par exemple, que le directeur général de la SNEC sorte de Polytech Paris? Personne ne peut imaginer ça, il n'a pas d'expérience. Est-ce que je vais vous rappeler que M. Aïdjo avait nommé comme directeur général de la SOTUC, dans la Société de transport public qui n'existe plus, un jeune homme de 22 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que personne ne peut imaginer que une société de transport en public et qu'on y mette là un gars qui sort de l'école, donc il ne sait pratiquement rien. Parce que quand vous sortez de l'école, vous avez des connaissances théoriques. Ça, c'est le tout premier aspect. Donc, on va donc vouloir former les gens, continuer la création d'un pays avec des gens majoritairement incultes. Et puis après, d'ailleurs, je rappelle en passant qu'après, on va créer l'ENAM pour faire former les administrateurs civils. Et dans l'ENAM même, on va créer la possibilité d'être administrateur civil avec le BEPC. Ça veut dire que vous avez le BEPC, on vous donne la possibilité de rentrer à l'ENAM. Au début, la possibilité n'était réservée qu'aux nordistes. Mais ils sortaient de l'ENAM avec le BEPC et on leur créait une structure allégée parce qu'à je pensais qu'il fallait rééquilibrer l'équilibre régional. C'est ce qu'on appelle l'équilibre régional. Comme il n'y avait pas beaucoup de nordistes formés, il fallait donc abaisser le niveau de l'école pour les former. Ce sont des faits, c'est écrit dans les livres. Donc, les écoles comme les miens, les NAM et tout ça, quand vous étiez nordiste, vous avez le droit d'y rentrer avec le BEPC. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être administrateur civil quand vous n'avez pas eu de cours de philosophie, de cours de physique, de cours de chimie? Très bien. Voilà donc les administrateurs qu'on va hériter. Pas tous, mais voilà les administrateurs qu'on va hériter. Donc, de gérer une réalité technique où on n'a pas de passé, où on n'a pas d'expérience. Et alors, on va commencer à gérer ce que le blanc a laissé. Et dès qu'on va donc commencer à gérer ce que le blanc a laissé, que ce soit du point de vue des infrastructures énergétiques, de l'eau, même des routes, on va gérer sans avoir de l'expérience. D'ailleurs, quand vous regardez encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Quand des ministres ou directeurs généraux, on attend juste des projets. Parce que maintenant, c'est doubler la gabégie. C'est-à-dire, quand je suis ministre, quand je suis directeur général, ce qui m'importe, c'est qu'un gros projet soit lancé pour que j'aie mes rétrocommissions. Et je signe le contrat avec une société qui va venir réaliser à condition qu'elle me mette mes rétrocommissions. Le reste, je m'en moque. Je dis et je pèse mes mots, le reste, je m'en moque. J'ai vu un post aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce qui a été fait par une femme, Betty, qui a pour surnom la radicale Betty, qui disait, mais pourquoi vend-on les cercueils à l'entrée des hôpitaux? Elle a adressé un message au ministre de la Santé. Je lui ai écrit pour lui dire, d'ailleurs, la vente des cercueils et tous les actes de vente ne dépendent pas du ministre de la Santé. Parce que ce n'est pas lui qui l'ose, c'est le ministre du Commerce qui donne les autorisations de vente sur la voie publique, de un. Et de deux, quand est un fait d'ordre public, mais ça dépend des préfets. Trois, comment les Camerounais font pour s'habituer à un tel désordre? C'est-à-dire que je vais dans un hôpital, les gens réservent les cercueils à l'entrée de l'hôpital. Comment vous faites pour vivre dans ça en permanence? Comment vous faites? Comment les gens se sont habitués à la médiocrité à un tel point? Le sous-préfet de l'arrondissement où il y a l'hôpital ne passe pas là. Ce n'est pas un administrateur civil. Il ne s'occupe pas de l'ordre public. Il ne peut pas estimer que ce qu'il voit est inacceptable et faire un arrêté pour dire, ah là non, quand même pas, appeler, dire, c'est pas possible, on ne peut pas accepter que l'hôpital soit l'endroit où on vend les cercueils. Vous voyez, toute une mentalité s'est développée où les gens, ce qui les intéresse, la morale n'existe plus, c'est ce que je gagne. Très bien, revenons au sujet. Mais je voulais en parler. Tout est comme ça. Vous prenez les ministres, les directeurs généraux d'entreprise, pour la plupart se moquent des résultats. Je vais vous donner un exemple. La qualité de la téléphonie mobile. Ça fait 20 ans qu'au Cameroun, les gens se plaignent de la qualité de la téléphonie mobile. Et le Camerounais même n'est pas conscient qu'il paye pour qu'on lui donne une qualité de téléphonie mobile à part. L'agence de régulation des télécoms est là.
Qu'est-ce qu'ils font? L'agence de régulation des comptes, c'est qu'ils relèvent l'argent en termes de sanctions et envoient à l'État. Mais le rôle d'une agence de régulation n'est pas de faire des bénéfices. L'agence de régulation est une institution de service public qui doit s'arranger à ce que le service public soit rendu parfaitement. Nous sommes là dans les services publics parce que quand vous parlez d'eau, quand vous parlez d'électricité, nous sommes là en train de parler des institutions qui gèrent le service public. Vous avez, j'y mets aussi la qualité de la téléphonie. Et ce sera de plus en plus important parce que même nos actions bancaires seront faites maintenant par Internet. Expliquez-moi pourquoi la qualité de la téléphonie mobile est toujours médiocre depuis 20 ans. Mais c'est la même chose avec l'eau. C'est la même. Ils ne sont pas là pour rendre service au public. La preuve, c'est qu'ils fêtent les anniversaires de leur nomination. Mais ils ne fêtent jamais l'anniversaire de ce qu'ils ont réalisé. Donc, il y a tout là-dedans. L'incompétence, l'exode rural. C'est-à-dire que les gens sortent des villages, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas quels sont leurs droits. À l'époque, quand on construisait une route devant chez toi, tu chantais « Papa et Dieu est gentil ». Ils ne savent même pas que c'est l'argent public. Ils disent que c'est parce que le chef d'État est gentil qu'on construit une route. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de nos droits. Voilà, c'est tout ça qui est mélangé dans un gros truc qui fait qu'il n'y a pas d'eau. C'est quand même basique de l'eau. Nous sommes en plein équateur. C'est-à-dire les nappes phréatiques du Cameroun sont bourrées d'eau. Pour rappel, dans tous les autres pays, en tout cas en France, en Belgique, on tire l'eau dans des nappes phréatiques, dans les pompes. Alors, vous parlez de pompes en panne, vous me faites rire ou quoi? Il y a un ingénieur sérieux qui s'occupe de la gestion du fonctionnement de ça, qui peut faire une pompe sans penser à la redondance. Vous êtes sérieux pour me dire que c'est parce qu'une pompe est en panne que cet ingénieur-là ne sait pas ce qu'on appelle la redondance? La redondance, d'abord, parce qu'il peut avoir des pannes, ensuite, parce qu'il peut avoir des actes de maintenance d'une pompe. Et vous m'expliquez que c'est parce qu'une pompe est en panne? Parce qu'il n'a pas pensé que dans un service aussi critique, on doit pouvoir tirer de l'eau de plusieurs nappes avec la possibilité de redondance, la possibilité que certaines pompes soient à l'arrêt. Je rappelle en passant que c'est quoi un service d'eau? C'est juste pomper de l'eau, mettre dans un chape d'eau, et l'eau descend dans les domiciles par l'action de l'apesanteur, par des tuyauteries. Les systèmes d'eau sont connus depuis le 6e siècle. Nos ingénieurs ne sont pas capables d'assurer la maintenance d'un système de distribution d'eau dans une ville. C'est ça. C'est le mélange de l'incompétence, de la roublardise. Parce qu'au Cameroun, quand on est nommé, on n'est pas nommé pour rendre un service. On est nommé pour gagner de l'argent. Et tous estiment que leur salaire est une distribution du gâteau national. Ils ne sont pas là pour rendre service. Et tous n'attendent que des grands projets dans lesquels ils ont tous, j'exagère, la majorité. Et ils ne pensent pas à vouloir rendre service au public. Et le public même, lui, n'est pas demandeur. C'est-à-dire que le public, un gars qui a gardé en fond qui a eu son bac en fond de Jomoko ou Angolé Macon, quand il arrive à Yaoundé, ben, les toilettes publiques où on tire la chasse d'eau, il n'a jamais vu. Hein? Vous croyez qu'il va faire quoi en plein Yaoundé? Il va aller dans un petit quartier au fond de Yaoundé, aux frontières de Yaoundé, il va creuser son WC du village. Sauf que, à cause de l'exode rural, ils sont nombreux à poser le même acte. Et se pose alors ce qu'on appelle les problèmes de l'urbanisation. C'est-à-dire la concentration de personnes au même moment devient suffisamment grande pour que le problème soit traité par l'urbanisation. Vous ne pouvez pas prendre 1000 personnes, vous mettez dans un coin sédentaire sans penser à tout ça. Voilà globalement le problème où il est. Nos propres incompétences, le fait que le Camerounais, nous jurons aujourd'hui que par l'argent que nous gagnons, quelle que soit la façon dont nous gagnons cet argent. Et puis après le reste, beaucoup de gens sont directeurs généraux de société, n'ont aucune expérience. Ils ont travaillé où? Dans quelle société avant? Quand je suis arrivé en Europe, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai terminé mes formations d'ingénieur, parce que j'ai commencé par faire l'automatique, et puis après j'ai fini par l'électronique,
Quand je faisais mon CV, j'arrive quelque part, j'envoie, on me dit on va être ingénieur. Puis on me dit, mais vous sortez de l'école, vous nous dites que vous êtes ingénieur. Pourquoi vous voulez ce métier? Est-ce que vous pouvez justifier de l'expérience dans ce métier? Non. On vous dit, écoutez, monsieur ingénieur, on ne suffit pas. Sauf que vous voulez un poste d'ingénieur junior. Quand vous sortez de l'école en Europe, on vous appelle junior. Comment peut-on mettre à quelqu'un directeur général d'une société et il n'a aucune expérience professionnelle avérée? Les nominations sont politiques. Si dans tous les pays du monde, on ne peut pas mettre quelqu'un sans expérience professionnelle, pourquoi vous voulez que ça marche chez nous alors qu'on nomme les gens du point de vue purement politique? On dit on veut une élite de telle région. Tu reviens à chercher dans cette région qui a tel diplôme. On le prend, on le nomme. Et moi, je vais vous dire une chose. Ce qui me surprend, c'est que ça marche. Les problèmes dont vous parlez là, ça existe depuis que je suis gamin. Vous savez, en Vogada, montagne Vogada en plein Yaoundé, il y avait une borne fontaine. À l'époque, il y avait des bornes fontaines. L'époque de Fanta Citron davantage. Mais, pardon? L'époque où Fanta Citron était l'ancien Fanta Citron de Vogada. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai connu parce que les gens parlent souvent de Yaoundé. Ils n'ont pas grandi à Yaoundé, ils ne connaissent même pas Yaoundé. Yaoundé, vous savez, Mbogada, c'est un plein centre-ville. Tu mets un score, tu prends le caillou, tu lances arrêt dans Mbogada. Il n'y avait pas d'eau publique. Il y avait borne fontaine et la borne fontaine ne distribuait plus l'eau à partir de 10 heures. Il y avait des bagarres là entre femmes parce qu'on voulait être la première à puiser de l'eau. Parce que les gens qui disent souvent que l'eau existe autant d'ailleurs, de quoi vous parlez? Vous étiez à Yaoundé. Je peux vous citer, il y avait une borne fontaine en Vogumbi. Il y avait une borne fontaine en Kondongo. Il y avait une borne fontaine en Vogada. Je connaissais toutes les bornes fontaines. Yaoundé, c'était dans un mouchoir de poche. Et à partir de ce moment-là, on rationnait déjà l'eau, alors que les gens n'avaient pas de robinet dans les domiciles. Je vous dis bien, on rationnait l'eau. Tout le monde qui connaît Yaoundé. Voilà. Tout le monde qui a plus de 50 ans là, pas vous dire qui a grandi à Yaoundé. Hein. Il connaît tous ces trucs-là. Et jusqu'aujourd'hui, le même problème d'eau existe. Jusqu'aujourd'hui. Avant que vous ne chutiez, puisque quand même, vous êtes le doyen sur ce plateau et vous évoquez des questions qui durent longtemps. Moi, j'ai évoqué Fanta Citron parce que du peu quand même, ou quand j'ai vécu à Yaoundé temps tout petit, je sais quand même qu'il y avait Fanta Citron. À l'époque, Yaoundé Vogada, pour le cas précis, a changé un peu quelque temps. Mais dans le cours de 1999 à 2000, par là, on retrouvait toujours ce Vogada où parfois pour aller du côté du marché, il fallait parfois passer par les salons de quelqu'un. C'est la dure réalité qu'il y avait. Quand vous évoquez donc et là, vous parlez même de 2000. Moi, je vous parle de 1980. Non, justement, je vous parle de l'époque, je parle de mon époque pour vous dire que je voyais justement en cette année encore, c'est maintenant que certaines choses ont eu à changer. Vous qui évoquez donc une date quand même assez lointaine et jusqu'à maintenant, vous étiez en train de donner les raisons. Est-ce que c'est ce problème de compétences ou bien tout simplement, comme vous avez eu à dire, les gens pensent au gâteau national, les gens ne réfléchissent pas sur des préoccupations majeures pour l'avenir du Cameroun? C'est quoi concrètement? Parce qu'on voudrait bien comprendre ce qui ne va pas pour tenter de se dire que bon, voilà peut-être la solution ou bien un bandage qu'on pourra apporter ici pour que la saignée soit stoppée. En fait, il y a que, depuis les indépendances, au début, les gens ont pensé Cameroun. Et après, les gens n'ont plus pensé Cameroun. Ils ne pensent pas construire leur pays. Les nominations ne servent qu'à pouvoir mettre l'argent dans sa poche. Vous pouvez regarder. Tous attendent les grands projets. Vous avez juste entendu qu'il y a un projet pour faire ici, attendre des milliards. Pour bien voir l'argent. Quelque temps après, il n'y a ni l'argent, il y a le projet, il n'y a rien. Faites le tour, à part quelques domaines comme à la défense, encore que la défense actuelle, parce que le ministre de la Défense actuel, lui, vraiment, on ne le connaît pas dans les excès. Mais avant, on avait des ministres de la Défense qui se prenaient pour des dauphins et ils allaient au bureau avec l'escorte digne d'une escorte présidentielle.
Et tous les petits projets, même les projets de location de voitures, ils donnaient à leurs femmes, à leurs cousins. Vous croyez qu'ils veulent rendre service au Cameroun? Si nous ne regardons pas les choses en face, nous tournons autour du pot. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de mentalité. D'ailleurs, quand vous voyez les campagnes présidentielles, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent c'est notre tour. Notre tour de quoi? De construire le Cameroun? Mais de mettre l'argent dans nos poches. C'est ça que les gens disent. Ils disent c'est notre tour de mettre l'argent dans nos poches. Personne ne dit bah ouais, il faut quand même que je fasse quelque chose. C'est pour ça que j'aimerais que tous les Camerounais fassent un séjour en Europe de quelques années. Vous aurez la fierté de chez vous. Parce que quand on va vous appeler étranger, partout où vous parlez, et on ne vous appelle pas directement, hein, vous savez. Nous qui sommes en Europe, on sait ce que c'est. Dès que vous arrivez quelque part, bonjour monsieur. Dès qu'on voit la couleur de votre peau, la première question qu'on vous pose, c'est vous venez d'où? Quand vous allez, personne ne vous a jamais posé cette question au Cameroun. Vous venez d'où? Venez en Europe. Vous allez tellement entendre vous venez d'où que vous allez commencer à dire aux gens, foutez-moi la paix, la ras-le-bol, quoi. Mais eux, ils ne se rendent pas compte, hein. Ou alors, ils vous demandent, vous êtes de quel pays? Et quand on vous dit, vous êtes de quelle nationalité, vous ne savez pas si c'est la nationalité du papier, si c'est votre nationalité d'origine. Évidemment, vous allez dire, ben, je suis français, c'est quoi la nationalité française? Après, on vous dit de l'autre côté, non, non, c'est pas ça que je veux. Mais vous voulez quoi? Mais vous voulez votre vraie nationalité. Et le jour où vous aurez la nationalité, vous allez vous comprendre que même eux, quand ils vous rencontrent, ils appellent ça votre fausse nationalité alors que vous n'avez rien dit. Le jour où vous allez la chercher, vous êtes fier. Vous dites, oh, d'accord, ben, j'assume mon droit de citoyen, je vais voter. Le lendemain, quelqu'un vous dit, bah ouais, mais oui, d'accord. Un Belge m'avait dit, si vous êtes belge, moi je suis quoi? Et il est parti. C'était dans les couloirs d'une banque, la plus grande banque de Belgique d'ailleurs, dans laquelle j'ai travaillé il y a 20 ans. Alors vous aurez la fierté d'avoir le chez vous. Et vous aurez la fierté de construire le chez vous. C'est à ça que la monarchie a été importante en Europe. Parce que tout ce que vous voyez construit en Europe a été fait par les monarques. Parce que les rois pensaient que c'était leur royaume. Ils en étaient propriétaires. Si on peut donner les bons points à la monarchie, les monarchies qui étaient des dictatures, hein, entendons-nous. C'est ça. Et nous, on ne pense pas qu'on est propriétaire de notre pays. Nous y sommes un peu comme si nous sommes de passage. Donc, il y a l'incompétence qui est un facteur important. D'ailleurs, vous savez, d'ailleurs, que dans les écoles au Cameroun, avant, on réussissait par le talent. Maintenant, on réussit qui peut payer. Les scandales sont sur les chaînes de télévision tous les jours. Moi, je n'invente rien. Les scandales sont sur les presses des écoles où il faut payer pour y aller. Alors, quand on paye pour y aller, vous croyez vraiment qu'on étudie encore? On étudie, mais on ne sait pas qui a étudié et qui n'a pas étudié. Deuxième chose, c'est l'expérience professionnelle. Et il n'y a pas de société dans lesquelles ces gens qui sortent de cette école peuvent acquérir une expérience professionnelle avérée. Ça, c'est clair. Le diplôme devient alors un passe-droit pour avoir un emploi. Le diplôme n'est plus une expertise qu'on met en œuvre. Et c'est ça qui nous conduit à ce qu'on a là de façon globale. Ces problèmes d'eau. Et si j'ai vu bien depuis 1980, les problèmes d'électricité, au début, il y avait quelqu'un qui me dit qu'avant, il y avait le courant. Vous me faites rire ou quoi? La première, le truc de courant à Idea, c'était pour alimenter à lui quand il faisait l'aluminium qui allait en France. L'utilisation domestique du courant était accessoire. Donc, dans une famille, il y avait parfois une seule ampoule au salon. Dans une famille. Alors là, il n'y avait pas de machine à laver. Hein. Ceux qui avaient des frigidaires, c'était du luxe. Dans les compteurs pour du bois, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de télévision. La télévision arrive au Cameroun en 1986. Donc, il n'y avait pas de télévision, voilà. Donc, la demande même domestique de consommation d'énergie n'était pas si grande. C'est la réelle. Et je rappelle en passant que 80% de la population était paysanne, donc les enfants étudiaient à la lampe à tempête, ce qu'on appelle avant la lampe tempête. À 80% des Camerounais ont étudié à la lampe tempête jusqu'au moins en terminale. Ils vont découvrir l'électricité quand ils vont à Yaoundé, à la seule université qu'on appelle Ngouekele. Voilà le résultat. Et là, il faut au Cameroun un leader qui veut changer tout ça.
Moi, je vais laisser la parole au représentant du PURS, là, parce que comme j'ai pris tout le temps et je sais qu'au PURS, ils peuvent changer les choses, je crois qu'il est important qu'il parle. Merci à vous, M. Atangana. Nous avez permis un peu de rentrer dans une forme d'introspective avant que nous donnions la parole à Bruno Lombostement pour sortir du sujet. Il y a Guy Bertrand Loé qui nous a rejoint, qui est conflictologue et qui est jeune, du moins c'est le point qu'il occupe au niveau de la société. Alors, vous avez eu à suivre vos précédents co-discutants qui ont eu justement à donner les raisons de la situation que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, celle de l'eau et de l'électricité. Vous avez compris, M. Atangana qui allait en profondeur, évoquant des questions qui sont très lointaines, qui ne sont pas des questions nées d'aujourd'hui quand on observe les problèmes, les mêmes choses, les mêmes causes qui reproduisent les mêmes effets. Aujourd'hui, on met un accent sur une autre forme du Cameroun qui est censée venir, une jeunesse forte conscience, mais pensez-vous qu'avec de telles attitudes, les éléments qu'il a eu à évoquer, on peut arriver quelque part? Quel est justement le regard que vous portez sur la gestion actuelle de l'eau et de l'électricité au Cameroun, où vous aussi, je crois que vous n'êtes pas exempt des différentes coupures, qu'il s'agisse de cette eau-là ou encore de cette électricité? Bonjour. Oui, bonsoir monsieur moi, bonsoir aux co-discutants avec qui nous sommes en train d'échanger. C'est un agréable plaisir pour moi de repasser par ici puisque le but pour nous c'est de servir notre nation et qui dit servir sa nation apporter quelques solutions face à tout ce que l'on peut observer. Alors lorsqu'on parle de cette coupure et de l'eau également, j'ai écouté par ailleurs le co-discutant qui est à Bruxelles. Vraiment, je pense que c'est même ça qui est même à l'origine de certains conflits que nous observons. Alors, lorsque je le dis, je pense bien que l'eau et l'énergie est une première chose que les Camerounais ne devraient plus manquer en 2025. Alors, je pense bien également que chaque chose qui arrive parfois, on n'essaye jamais de vouloir peut-être juger quelles sont les causes et quelles sont les conséquences que l'on peut. Alors, lorsqu'on parle de cette énergie, rappelez-vous qu'il y a des quartiers qui font des jours sans électricité et il y a également des quartiers ou peut-être des villages qui, depuis des années aujourd'hui, ils n'ont pas d'eau ni cette électricité qu'on dit. Vous avez peut-être observé du côté du sud-ouest tout récemment, une population qui est manifestée. À Moutenguene, autant pour moi. Des gens qui sont assis à même le sol. Ils sont assis à même le sol. Donc, soit disant qu'ils réclamaient l'énergie, puisque ça fait pratiquement 9 mois. Et je pense que, de mon point de vue, dans le cadre professionnel, généralement, je sais que lorsqu'une zone est affectée, il faut privilégier une zone déjà affectée. Pourquoi? Parce que vous savez que la zone anglophone est en crise depuis plusieurs années aujourd'hui. Et voir ces citoyens manifester au point de bloquer une route, je pense que l'État ne devrait pas attendre que ça arrive à ce niveau avant de remédier à la situation, puisque ce qu'on vit au Cameroun depuis un certain temps, je pense qu'il faudrait que l'on fasse très attention parce que lorsqu'on parle de certaines crises, les crises ne naissent pas parce que, vous voyez, soit c'est une élection qui est à l'origine, mais il faut toujours poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'une crise a commencé ou un conflit a commencé. Donc il s'agit également de tout ce que nous pouvons observer, puisque quand on parle, le co-discutant... Oui, M. Atangana. Oui, M. Atangana, excusez-moi, M. Atangana a fait une très belle analyse sur ce point pour dire que le problème du Cameroun en question n'est pas seulement cette électricité ou encore l'énergie. Donc je pense bien qu'à ce niveau, ceux qui nous dirigent doivent faire des efforts afin que nos populations se sentent à l'aise, puisque du moment où on parle d'une élection qui est la politique, je pense bien que ça entre toujours dans le cadre de l'amélioration des vies de nos citoyens. Donc je pense bien que il faut faire très attention, puisque c'est vrai que lorsqu'on résout un problème superficiellement, on a l'impression que le problème est résolu. Mais du moment où ce n'est pas résolu, ça signifie qu'on continue à accumuler
Et je pourrais dire simplement que les Camerounais sont en train d'accumuler. Et c'est pour cette raison qu'il faut il faut remédier aux problèmes de base, parce que quand on parle de l'eau et l'énergie, c'est ce qui devrait même être fait à la base pour éviter qu'on arrive aux tensions, puisque lorsqu'on parle même des tensions et des crises, des conflits, il ne s'agit pas seulement de parler de l'électricité, mais on parle également de la vie chère, parce que ça entre également dans le même cadre de tout ce que l'on peut vivre. Donc alors c'est ça qui construit ce que on appelle généralement dans le cadre professionnel les blessures intérieures, parce que les Camerounais sont déjà assez affectés psychologiquement. Et lorsque quelqu'un est affecté et que vous ne pouvez pas voir ça de manière physique, ça devient très compliqué. Donc alors, il faut manifester peut-être pour démontrer que vous êtes vraiment affecté psychologiquement. Par exemple, comme ce qui s'est passé du côté de Moutenguene, c'est parce que ces gens ont longtemps patienté. Vous voyez un peu? Donc ça signifie qu'ils ont longtemps patienté. Pour montrer donc leur mécontentement, il fallait donc qu'ils présentent ça sur le plan physique, puisqu'ils ont longtemps accumulé ça de manière psychologique. C'est donc pour cette raison que vous avez vu ces personnes se retrouver en train de bloquer la route qui mène au sud-ouest. Puisque s'il faut le dire ainsi, Moyoka également, c'est tout à l'heure dans une des recherches que je constate que lorsqu'on parle du Cameroun occidental, la zone, il y a une zone également, un barrage qui permettait avant d'alimenter ces zones. Mais pourquoi aujourd'hui on se retrouve encore en train de faire certaines revendications, pourtant on a des barrages qui peuvent nous aider? C'est donc la question que l'on doit se poser, puisqu'ici on constate que malgré que les Camerounais sont en train d'accumuler, je pense bien que ces autorités qui peut-être nous écoutent doivent également comprendre que parfois le mal n'est pas visible, mais le mal est plutôt profond. Invisible, qui est profond. Donc c'est ce que je pourrais apporter comme contribution. Merci à vous, Bruno Lombo. Il s'avère que même si M. Atangana a dit que c'est pas la politique, mais généralement c'est la politique qui est maîtresse de la gestion d'une cité. Et vous êtes l'homme politique sur ce plateau. Et d'ailleurs, votre parti a été récemment aux élections. Il y a même d'autres élections locales qui arrivent, les municipales et les législatives d'ici quelques mois. Ces problèmes que nous vivons au Cameroun, quelles sont, à votre avis, les solutions que nous pouvons apporter? Parce que Guy Bertrand Loé, parlant du domaine dans lequel exerce celui justement des conflits, a eu à évoquer certains points qui sont des névralgiques, des éléments de base, comme on les appelle généralement, pour les Camerounais, où à cette heure où nous nous trouvons, me référant au propos de M. Atangana, les nappes phréatiques en plein Équateur, on souffre de problèmes d'eau. On souffre des problèmes d'électricité. Quand on sait que tous les chefs du département au Cameroun portent des noms des cours d'eau. Et parfois, au-delà de ces cours d'eau-là, il y a encore d'autres sortes d'affluents qui sont tout autour. Mais, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir mériter ça? S'il y avait donc solution à pouvoir y apporter, qu'est-ce que l'on devrait faire? Tout d'abord, M. Noah, je voudrais saluer le décor que Henri Atangana a planté justement lors de sa première prise de parole. Il y a des choses que lorsque nous évoquons ici au Cameroun, il y en a qui croient que nous le faisons parce que nous voulons faire la politique politicienne. Oui. Mais voilà que la réalité de l'histoire nous rattrape et nous met devant des faits accomplis. Il faut donc reparler de cette histoire pour comprendre ce qui s'est passé et davantage cerner la situation dans laquelle nous nous trouvons. M. Atangana a parlé tout à l'heure des indépendances. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, au peuple pour l'innovation sociale, nous pensons effectivement que le Cameroun n'est pas indépendant depuis l'annonce de son indépendance en 1960. Et cette transition, parce qu'il faut parler d'elle, s'est faite pas pour que les Camerounais se prennent en charge, et Henri l'a dit,
effectivement, les pays colonisés étaient comme des régions, n'est-ce pas, de l'impérialisme, c'est-à-dire que de la France. Donc le Cameroun, lors de la transition, n'a pas véritablement pensé au Cameroun, mais simplement, les Français ont pensé à mettre en place des personnes qui vont servir leurs intérêts. Autrement dit, la question de la prise en charge des infrastructures n'a pas été réfléchie pour servir les intérêts des Camerounais. Parce qu'effectivement, à cette époque, ceux qui ont hérité effectivement de la gestion du Cameroun ne sont pas ceux qui ont véritablement lutté pour son indépendance et son autonomie effective quand on parle de la souveraineté. Donc, ceux qui ont pris les rênes du Cameroun à cette époque-là devaient donc servir les intérêts du colon. Or, le départ du colon signifie effectivement que nous préservons nos intérêts de manière spécifique. Maintenant, quant à ce qui est des éléments sur votre bien-être, sur votre développement, ça vous regarde. Mais simplement, nous voulons que vous nous assuriez que nos intérêts dans votre pays soient garantis. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a la question de la prise en main qui pose problème et qui continue justement de nous suivre aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas une véritable politique, une véritable vision derrière après la période de l'indépendance que nous avons eue. Quelle est la situation que ça pose aujourd'hui? Ça pose aujourd'hui le problème de l'orientation du service public au Cameroun. On a effectivement, s'il faut citer ces deux cas présents aujourd'hui, Eneo et Camwater, qui ont de la peine justement à donner ou bien à être présents au rendez-vous du service qui est le leur, notamment la distribution de l'énergie et la distribution de l'eau. N'y a-t-il pas lieu de repenser effectivement, de redéfinir cette mission? Parce que justement, après les indépendances, c'était simplement quoi? La maintenance des infrastructures. Il n'y a pas une véritable politique, il n'y a pas une véritable vision de développement. Parce que quand on parle de développement, on parle également de la démographie et des éléments de progression de la population qui doivent vous conduire à une perspective claire et précise sur les orientations qu'on devait avoir sur l'implémentation et l'implantation des infrastructures qui doivent distribuer l'énergie et l'eau. Ça n'a pas véritablement été fait. Jusqu'à aujourd'hui, les infrastructures qui sont là datent de l'époque de Mathusalem, pour ne pas dire de l'époque post-indépendance, qui n'ont pas véritablement subi de réflexion ou bien de renouvellement qui doivent véritablement répondre aux besoins actuels des populations. Donc, il y a ce problème de redéfinition du service public et ce n'est pas simplement le cas d'Eneo ou bien le cas de Camwater. Henri Atangana a parlé effectivement de l'ART. Il y a comme ça plusieurs institutions qui ont des fonctions régaliennes et qui doivent justement pouvoir réfléchir aux perspectives parce qu'aujourd'hui on se rend compte que tous sont dans une posture de maintenance, tous sont dans une posture de fonctionnement alors que nous devons davantage être dans une posture d'investissement, auquel cas il faut réfléchir à comment est-ce que la population progresse et aux solutions qu'il faut apporter à la progression de la population, à cette démographie et à mettre en place des éléments qui vont pouvoir faire en sorte que toute la population ait accès, n'est-ce pas, à ses besoins de première nécessité. Quand on a dit cela, on pose maintenant la question de l'adéquation parce que on a parlé de la question de la prise en charge parce que cette prise en charge doit justement faire en sorte que des personnes qualifiées puissent être mises à des positions pour pouvoir réfléchir de manière prospective. La question de la redéfinition de la mission du service public quant à ce qui est des politiques publiques à mener par rapport à ces différentes institutions. Et maintenant, quand je parle de l'adéquation, je parle de l'adéquation entre les formations, les besoins de ces institutions, et quand je parle d'institutions, je parle des entreprises et des infrastructures et des structures, n'est-ce pas, de développement, et la formation derrière de notre jeunesse pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Quel est le schéma triangulaire que nous mettons en place? Parce qu'une réelle politique, n'est-ce pas,
une vision, réelle vision de développement doit s'appuyer effectivement sur les éléments probants de développement que vous voulez atteindre. Quels sont vos objectifs en termes, je vais dire n'importe quoi, de transformation de l'énergie, en termes de transformation de votre agriculture. Quels sont vos objectifs là-dessus? Quels sont effectivement vos objectifs là-dessus pour pouvoir garantir effectivement la formation qui sera mise derrière par rapport à cette jeunesse-là pour combler les vides sur le plan de la ressource humaine, à pouvoir véritablement gérer ces différentes infrastructures, ces différentes structures qui doivent justement faire partie des structures qui rendent le service public. Si on n'a pas encore réfléchi, ou bien si on n'a pas réfléchi à cette adéquation qu'il faut faire, il y a donc lieu de se poser des questions. Et c'est la raison pour laquelle M. Atangana a parlé d'incompétence. Parce que l'incompétence, c'est le défaut de formation. L'incompétence ne signifie pas qu'on est forcément fainéant, mais c'est simplement le défaut de formation. Je peux être mécanicien et être incompétent à travailler sur une nouvelle machine, bien sur une nouvelle technologie. Il faut donc avoir les éléments pour pouvoir se former à la transformation et à l'évolution que pose la question de la distribution de l'énergie et de l'eau au Cameroun. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, pour résumer le tout, il s'agit donc de faire une certaine adéquation holistique des besoins de développement, parce que quand on parle de besoin de développement, il y a la démographie qui progresse. Cette démographie doit pouvoir donner, ou bien poser les jalons, n'est-ce pas, de la prospective éducationnelle et professionnelle qu'on veut avoir pour la jeunesse. Et cette prospective doit nous amener à faire en sorte que et les entreprises qui vont justement voir le jour soient pourvues des compétences qu'il faut, qui seront formées sur place par rapport, n'est-ce pas, à la vision qui a été fixée dès le départ. Et puis, de cette manière, la prise en charge de toutes ces infrastructures ne va poser aucun problème. Et je crois que si nous ne partons pas dans cette perspective prospective-là, de vision et d'objectifs sur tous les secteurs, on va justement se retrouver dans une situation où on met des personnes justement parce qu'on attend une rétribution derrière sans véritablement penser à l'objectif et au bien-être des populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit au finish. Comment on fait pour que les populations sentent que les politiques publiques sont à leur service et leur rendent effectivement ce service-là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous, cher monsieur, pour vos différentes contributions. On va donc directement passer à l'autre sujet qui nous fait office du thème principal et avec lequel nous allons sortir de cette émission. Il concerne bien sûr l'Union africaine et le Cameroun et la prétendue suspension dont le gouvernement a démentir. Alors, cette semaine, vous qui nous suivez, d'ailleurs, nous en avons commencé à parler sur les antennes de For You Media Africa. La nouvelle a donc circulé et a pris notamment de feu. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux, comme quoi le Cameroun avait été suspendu de l'Union africaine pour la prise de parole, parce qu'elle n'avait pas eu à solder, je parle de l'institution, ou bien le Cameroun, pour être précis du pays, n'a pas eu à solder donc une dette qui fait partie notamment du règlement des cotisations, parce qu'appartenant notamment à cette institution panafricaine de l'ordre de 2 milliards de francs CFA, la nouvelle a fait grand tour et faisait jaser. Comment est-ce que le Cameroun ne parvient-il pas à pouvoir s'acquitter de ses frais de cotisation de l'ordre de 2 milliards de francs CFA? Pourtant, l'argent coulait à flot pour d'autres choses. Le gouvernement a donc démenti à 2 reprises ou à 2 niveaux. D'abord, le ministre des Finances a eu à pondre un communiqué, ou du moins une correspondance dans laquelle il tentait d'avoir des informations auprès notamment du ministre des Affaires des Relations extérieures qui occupe le rôle des Affaires étrangères pour le cas du Cameroun, indiquant qu'effectivement il y avait une situation de dette qui devait être réglée depuis le mois de juin
2025, mais que le Cameroun avait eu à solder une partie, notamment de cette dette au mois d'octobre, dans l'ordre de plus d'1 milliard de francs CFA. Il restait tout simplement 975 000 par là à régler sur une question de dollars. J'ai pas le document directement devant moi, mais c'est ça l'information qui est donnée. Peut-être que la régie va nous permettre de pouvoir l'avoir. Et qu'il n'avait aucune et nullement été évoqué une suspension pour le cas du Cameroun du côté de l'Union africaine. Dans la même veine, cette fois-ci, c'est le ministre ou le ministère des Affaires étrangères, des Relations extérieures, qui a eu justement à pondre sa part de communiqué. Ça, c'est la copie notamment du ministre des Finances avec la signature du ministre délégué. Donc, c'est la correspondance qui avait été bien sûr adressée. Et on va justement se rendre compte que c'est là où on parle donc de ce montant qui est évoqué à l'intérieur de plus d'1 milliard de francs CFA qui avait été justement payé. Vous avez vu, on parle d'objet clarification relative aux informations faisant état d'une prétendue suspension du Cameroun de l'Union africaine. Cette suspension exposait temporairement donc le Cameroun à des sanctions dites préventives, lesquelles ne constituent ni une suspension effective, ni une exclusion des instances de l'organisation. Et il faudrait donc dire que à date du 10 novembre 2025, à l'émission donc de 2 ordres de transfert au profit de l'Union africaine au montant cumulé de 1 milliard 52 millions 862 664 francs CFA, bien sûr, qui ont été payés, qui équivalent donc à près d'1 milliard de 1 million de dollars, ou 1 milliard de dollars pour ce qui concerne donc la monnaie universelle de l'heure. Mais toutefois, le Cameroun n'avait jamais été suspendu. Et puis le ministre des Relations extérieures, qui aussi a eu à pondre un document qui indiquait que rien n'avait été fait jusque-là, jusqu'ici. Alors, je voudrais justement vous poser la question, cher monsieur. Je voudrais commencer avec vous, Henri, à Tangana. Comment a-t-on fait pour en arriver là? Est-ce que, parce que selon le ministre des Relations extérieures, cela est parti d'un journal en ligne, Les Faits d'ici, qui indiquait que le Cameroun avait été suspendu. Comment une affaire de juin, où il y a eu une dette évoquée au mois de juin pour le réglage des cotisations, est soldée en octobre, et puis au mois de décembre, on vient indiquer que le Cameroun a été suspendu de l'Union africaine de la prise de parole. Le document du ministre des Finances, signé par le ministre délégué, indique tout simplement qu'il y avait des suspensions préventives, mais aucune suspension qui empêchait le Cameroun d'exercer son droit en tant que membre de l'Union africaine. Est-ce que vous pouvez nous permettre un peu de pouvoir poser les jalons en allant dans l'analyse de cette situation? Comment a-t-on fait pour en arriver là? Est-ce que c'est parce que c'est l'État qui ne communique pas suffisamment? Y avait-il clairement cette suspension? Est-ce qu'elle avait l'air d'être vraie? Est-ce que c'est l'État qui est en train de vouloir arranger tout pour qu'on ne dise pas que le Cameroun a été suspendu? Comment est-ce qu'on y est arrivé? Est-ce que ça a un rapport avec les 35% des institutions où l'État du Cameroun voulait se désengager? Permettez-nous de comprendre, M. Atangana. Oui, déjà, on a déjà traité ce sujet au niveau des 35% vis-à-vis desquels l'État voulait s'engager, qui en réalité, dans l'enveloppe globale de l'argent que le Cameroun paye pour son appartenance à des institutions internationales. Il faut comprendre déjà, il faut le faire comprendre aux gens, c'est que ce qu'on appelle institution internationale doit fonctionner. Pour que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires, du matériel, il faut des budgets. Et ces budgets doivent bien venir de quelque part. Et en général, quand on crée ce genre d'institution internationale, la première question qu'on se pose, c'est comment ça sera budgétisé. Donc, dans beaucoup de cas, par exemple, à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, celle qui était là avant l'unité africaine,
Il y avait un financement venant de la France, il y avait un financement venant d'autres organisations pour pouvoir tenir. Là, ça se pose pour tenir cette institution. Là, un premier problème géopolitique se pose déjà. C'est la même chose pour l'ONU. C'est-à-dire pour faire fonctionner l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, les pays participent à une certaine hauteur. C'est pour la même chose pour faire fonctionner l'OTAN. Il faut d'abord comprendre ça, parce que j'entends souvent ONU, mais d'où vient l'argent de fonctionnement de l'ONU? Donc, évidemment, dans le cadre de l'ONU aussi, on a un aspect géopolitique, c'est-à-dire que les États-Unis vont donner le maximum en termes de financement, et donc ça arrogeait donc le droit de parole. Bon, tous les autres aussi vont devoir. Dans ce cadre, il se fait que il y a eu un problème avec le Cameroun, parce qu'en fait, ce que le ministre fonctionne, c'est quoi? C'est pour dire qu'en fait, on n'a pas été suspendu, il y a eu un problème de retard qui a été réglé, mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème, c'est clair. Ce n'est pas une erreur, il y a eu un problème au niveau, d'abord un retard de paiement, une première partie a été réglée, mais il y a des tensions. Mais alors, à quel moment tous ces problèmes sortent de l'environnement administratif clos pour arriver sur la presse? Et c'est là où vous commencez alors à voir intervenir les transactions géopolitiques. Avouez, vous et moi, que si vous dites à un Camerounais qu'à l'unité africaine, le Cameroun n'a pas payé, ça ne va pas l'empêcher de dormir le soir. Déjà, il arrive à dormir sans énergie, sans eau, ils s'en plaignent légèrement, mais alors vous parlez de quelque chose de très très éloigné. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y a des problèmes budgétaires. Et il y a qu'on a payé avec des retards. Mais maintenant, la difficulté là, c'est que les sources sont variées. Certaines estiment qu'il y a eu juste des suspensions, mais pas une intervention globale. D'autres sources, parmi les sources que moi j'ai consultées, estiment qu'il y a eu une suspension, qu'il y a eu un problème, et puis le Cameroun a réglé une partie de l'argent. Et puis, bon, on lui a dit, OK, d'accord, tu n'es pas suspendu, mais tes prises de parole sont momentanément suspendues, quoi. On te vire pas, mais bon, c'est momentanément suspendu. Alors, on voit que les ministres essaient de gérer une crise de communication. Parce que là, on a une crise de communication. Et c'est tout ça qui se passe là actuellement. C'est de la communication, c'est de la posture géopolitique. Vous savez très bien que, il faut bien comprendre que dans ce genre de choses, le Cameroun n'est pas le seul à avoir des retards. Mais pourquoi pour le Cameroun sort C'est là. Voilà. Alors les postures du Cameroun du point de vue géopolitique en Afrique énervent un peu le colon. Et quand ça énerve le colon, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'information, la sortir de son contexte, et il va la pousser à des journaux. On sait qu'il y a des journaux à gage. Et ces journaux à gage, là, sortent une information, et l'information est là sans être là. Et le ministre, lui aussi, il essaie de gérer un peu la situation. Voilà globalement, voilà globalement le détail de la situation. Mais il y a manifestement des problèmes pour budgétaires. Et il y a aussi, moi je pense que le Cameroun a raison de se poser la question, l'argent que j'utilise dans ces organisations, pour quel intérêt? Est-ce que vous pouvez me dire ce que l'unité africaine, à quoi ça sert? Je vous dis à quoi ça sert ce machin-là. Vous avez vu que actuellement d'ailleurs, on a eu le cas de la CEDEAO. Ça a servi à quoi la CEDEAO actuellement? À part menacer des pays qui ont voulu en sortir, les pays de l'AES. À part que le Nigeria a pris sur lui le fait de dire j'ai bombardé le Bénin, un pays voisin. Ça sert à quoi ce machin-là? N'oubliez jamais que ce sont des outils géopolitiques. Et quand vous lisez ça, regardez toujours ça derrière cette posture-là.
Ce sont des outils géopolitiques. Et ce sont des outils qui ont pour rôle, comme le colon voulait, que tout notre argent, non seulement on dépose une bonne partie au trésor français, mais ce qui nous reste, au lieu de nous en servir, on dépose ça dans des organisations dites régionales. Je suis d'accord qu'il y ait des organisations régionales, mais de grâce, donnons à ces organisations des objectifs et puis la possibilité de mesurer les réalisations. Parce que si on vous demande à quoi servent ces machins-là, CEDEAO, les trucs, vous ne voyez pas. En revanche, même toutes les politiques qui sont des politiques internes, ce sont des politiques qui sont traitées hors de ces organisations. Par exemple, en Afrique centrale, on voit très bien que les rapports entre le Gabon et le Cameroun, la Guinée équatoriale, ne sont pas les rapports qui sont traités dans le cadre de ces institutions-là. Vous allez entendre le président du Gabon dire, écoutez, moi je suis fan, comme le président du Cameroun, et c'est un aîné. Vous allez entendre Biangema dire, Paul Biya est une icône. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas sur base de ces organisations, CEMAC et tout ça. Donc on a quand même le droit de se poser des questions. Qu'on nous dise à quoi ça sert. Nous sommes en train de parler d'énergie et eau. Est-ce que ces fonds-là doivent être redirigés pour améliorer la qualité de la téléphonie mobile, qui est un service public, on oublie, de l'eau, de l'énergie, le sujet qu'on vient de traiter. Parce que je vous rappelle que ces machins-là ont été créés, on nous y a mis, hein, sans qu'on sache très bien à quoi ça sert. Et les gens qui y sont très très souvent se contentent toujours, comme en Afrique, de leur poste, de leur grand salaire, de leur vie de luxe. Quand on vous nomme président de représentant du Cameroun dans ces institutions, vous avez un salaire confortable. Non, c'est les questions de fond qui, moi, se posent, au-delà même je pense qu'on a le droit de rendre ces choses publiques et qu'on dise aux Camerounais, voilà qu'on fasse un bilan au peuple camerounais pour dire, voilà ce que nous payons dans ces institutions et voilà ce que ça nous rapporte. Moi, c'est ma vision. Merci à vous, M. Je suis de ceux qui pensent que comme je ne vois pas ça à quoi ça sert concrètement maintenant, je ne me prononce pas. Vous savez, moi, je suis un anti-impérialiste. Hein. Tout ce qui est institution commandée par les impérialistes, moi, j'en veux pas. Mais on doit créer des institutions dans lesquelles on communique. Ou si on estime qu'on doit avoir une Afrique centrale unie, on crée une institution. D'ailleurs, le chef de l'État, dans le cadre du terrorisme, avait lancé des projets dans ce sens-là, pour que les gens de la sous-région Afrique centrale luttent ensemble contre le terrorisme. Vous pouvez regarder le désordre qui se passe dans la CEDEAO. C'est-à-dire qu'on accuse, hein, j'ai dit on accuse, hein, j'ai pas dit c'est mon point de vue, le Bénin d'abriter les mercenaires. On accuse les pays voisins je ne veux pas citer les noms, la Côte d'Ivoire, tous ces pays voisins, des pays de l'AES, de faire la part belle à ceux qui sont appelés terroristes. Je ne sais pas si M. Tingbou dort quand il prend sur lui le fait de dire « je suis allé bombarder le Bénin ». C'est-à-dire des pays africains qui se font la guerre, c'est la folie. Comment tu peux être chef d'État africain, tu demandes à tes avions de décoller pour aller bombarder un autre pays. Je rappelle en passant que le problème au Bénin, c'est un problème qui était béninois contre béninois. Lesquels des béninois tu as choisi de tuer? Donc, moi, je pense qu'on doit mettre ça au débat public et analyser pour savoir ce que ça nous apporte et ce que ça nous rapporte d'être dans ces institutions, en tout cas payer beaucoup d'argent dans le cadre de ces institutions sur valeur. Merci à vous. Avant que M. Lombo ne prenne la parole, je voudrais avoir votre point de vue, Guy Bertrand Loé, sur cette prétendue suspension du Cameroun à l'Union africaine. Henrietta Tangana a dit tout à l'heure qu'il y a eu forcément un problème. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut justifier qu'on soit arrivé à cette situation, malgré que le gouvernement camerounais a eu à démentir? Est-ce que c'est un problème
interne où le Cameroun n'a pas été à même de pouvoir manager ses cotisations ou bien de faire de suivi avec les sorties des membres du gouvernement qui tentaient tant bien que mal de pouvoir éteindre ou moindrir une sorte d'explosion qui devait se faire. Parce qu'il faut quand même indiquer, le problème date depuis juin. Juin, il y a eu un paiement qui a été fait en octobre, du moins un paiement partiel quand même un peu plus élevé. Mais le problème vient ressurgir au mois de décembre. Oui, je vais vous répondre simplement en vous disant que il n'y a jamais un problème sans élément déclencheur, puisque ce qui est convoité aujourd'hui par l'Union africaine, quand on dit que le Cameroun n'a pas soldé sa cotisation, je pense qu'à ce niveau, vous savez, le Cameroun fait partie d'un des grands pays en Afrique. Alors, le fait peut-être et relier l'information, faire sortir l'information, je pense qu'à ce niveau, c'est une manière également de mettre aux yeux du monde, c'est vrai, lorsqu'on parle d'une nation également. On sait que le Cameroun est un pays qui, lorsqu'on parle des dépenses, les 2 milliards de francs dont l'Union africaine réclame comme cotisation, fait partie également de cette, tel que nous parlons de cette cotisation. On sait que le Cameroun peut facilement régler sa cotisation sans toutefois qu'il y ait des cris par rapport à ça. Alors, lorsque je le dis, je vais compléter cela en disant que lorsqu'on parle d'un problème ou d'un conflit, c'est vrai qu'on dit que le Cameroun a donné une partie depuis le mois d'octobre, puisque selon mes recherches également... Oui, on date du 10 novembre, voilà. C'est 10 novembre même d'ailleurs. Effectivement, ça veut dire qu'il y a plusieurs informations. Et lorsqu'on parle d'informations... Le communiqué du ministre, je vais lire pas du 10 novembre. Voilà, le communiqué du ministre parle du 10 novembre. Ça signifie que c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'information, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette information ou cette communication lorsqu'ils ont versé cet argent? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de se retrouver face à la situation qui prévaut actuellement, puisque c'est vrai que malgré que l'Union africaine a reçu une partie d'argent, en principe, il devait être plutôt patient. Bon, même si on estime, parce que c'est... Rien ne porte à croire quand même que c'est l'Union africaine qui a eu la sortie de ces informations. On s'interroge quand même que comment une situation qui a été gérée comme cela vient apparaître quand même au goût du jour en ce moment pour indiquer que le Cameroun a ses problèmes. Pourtant, on a quand même soldé depuis le 10 novembre. On ne sait pas si c'est l'Union africaine, si c'est comme M. Atangana a indiqué que ce sont des colons qui n'apprécient peut-être pas la ligne que le Cameroun prendrait. C'est pour tenter un peu de C'est pour cette raison que je suis en train de dire ceci. Comment l'information fait pour sortir dans une institution quand cette institution sait à qui s'adresser directement? Alors, lorsque je le dis, je pense bien que, pour dire vrai, lorsque le Cameroun a signé certaines conventions, je pense que lorsque vous signez des conventions, vous devez respecter ces conventions. Par exemple, l'Union africaine est dans son rôle. Et je pense que lorsqu'on voit le communiqué sur la toile, ça signifie qu'il pourrait peut-être avoir fuite d'informations, peut-être même si ce n'est pas la fuite d'informations, mais ça va également dans le sens de déstabiliser sur le plan politique le Cameroun. Puisque c'est vrai, lorsqu'on fait ce communiqué, c'est vrai, je pourrais dire que le communiqué est fait, mais il faut attendre que l'État en question prenne des dispositions afin de régler ce compte-là. Puisque ce qui est en train de se passer, je pense que ça allait sur la base d'un fait qui est l'argent, puisque les 2 milliards de francs, parce que s'il n'y avait pas ces 2 milliards de francs, si par exemple l'Union africaine ne réclamait pas ces 2 millions de francs, ça signifie qu'on ne devrait pas être en train de parler de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il est important que lorsqu'il y a des problèmes, puisque là c'est même un conflit entre l'Union africaine et le Cameroun qui réclame sa cotisation. Donc je pense que l'on doit régler des situations avant que cela ne se transforme en conflit, puisque ce qui est en train de se passer, ça veut dire que l'Union africaine met aux yeux du monde que le Cameroun même fait partie de ces pays-là qui ont créé l'Union africaine, puisque lorsque on essaye
d'aller faire des recherches, on constate que le Cameroun fait partie d'un des pays qui a à l'origine de cette institution. Donc je pense que à ce niveau, il faut régler le contentieux, puisque le contentieux aujourd'hui, c'est cet agent que l'on réclame. Bruno, Lombon va aller un peu beaucoup plus en profondeur. Je partirai toujours quand même des mêmes points que j'ai eu à évoquer. Monsieur Atangana a tenté de déblayer la situation. Comment est-on a-t-on fait pour en arriver à ce niveau? Est-ce que c'est de l'argent qui a manqué? Parce que je crois bien que quand on adhère à certaines institutions, il faut payer, il faut respecter. Est-ce que l'argent a manqué justement à l'État du Cameroun? Ça, c'est le premier point. Est-ce que l'État du Cameroun s'est rendu peut-être compte que ces cotisations n'apportaient peut-être pas grand-chose, comme on parle du monde de l'Union africaine qui n'a pas trop d'impact au niveau de la gestion des crises en Afrique, et qu'il y avait d'autres urgences qui étaient beaucoup plus intéressantes, on devrait s'y atteler. Et puis, l'avertissement a eu lieu au mois de juin à octobre, novembre, il y a paiement. Mais au mois de décembre, on vient se rendre compte que le Cameroun a eu des suspensions que le gouvernement a eu à démentir en indiquant que c'était des suspensions préventives, mais il n'y a pas eu de suspension. Le problème, c'est quoi? Comment on fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché quelque part? Monsieur Noah, une question. Le Cameroun serait-il le seul pays qui serait en retard de paiement? Il n'y a pas? Est-ce que le Cameroun serait le seul pays en retard de paiement? C'est la question que également nous posons aussi. Si on s'en tient à la déclaration du ministre des Finances, une partie de cette dette aurait déjà été versée depuis le mois de novembre. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on nous amène des informations selon lesquelles le Cameroun serait suspendu de parole au niveau de l'Union africaine? Peut-être qu'il faut poser le contexte. Voyez-vous, nous sortons d'une élection présidentielle assez mitigée. Et quand on regarde effectivement ce qui s'est passé, on va donc facilement se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de contestations. Et certaines indiscrétions disent qu'effectivement, dans certains salons occidentaux, la réélection du président Paul Biya a beaucoup dérangé. Et continue d'ailleurs de le faire. Est-ce que c'est donc la raison pour laquelle certaines informations de ce type seraient sorties pour justement discréditer effectivement le Cameroun au niveau international? Je pose simplement une question. C'est une question que je pose, ce n'est pas une affirmation que je fais. Maintenant, pour aller dans un autre sens, il faut peut-être poser la question de savoir, si on pose la question à un citoyen camerounais lambda, qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour toi? Quelle pourrait être sa réponse? En fait, c'est pour dire que la réalité de l'Union africaine est une réalité vraiment très lointaine, n'est-ce pas? Aérienne même, j'allais dire, de ce que connaissent les citoyens des pays et des États membres. Ça nous ramène donc au rôle effectif que joue l'Union africaine dans le Conseil des Nations et en Afrique plus particulièrement, quand on connaît effectivement ces différentes interventions ou bien l'absence de son intervention dans les problèmes capitaux que connaît l'Afrique. On peut par exemple prendre beaucoup d'exemples plus proches de nous au niveau du temps. C'est le cas du Bénin, où on a vu certains pays bombarder, d'autres pays africains aller bombarder et se gargariser justement du fait. Comme le soulignait M. Atangana. Tout à fait, et se gargariser du fait qu'ils aient porté un appui, alors même que dans la charte de l'Union africaine, il est précisé justement le principe de non-ingérence et de respect de la souveraineté de chaque État
membre. À partir de cet instant, il est impensable et incongru qu'un pays africain se lève pour attaquer et bombarder un autre pays. Mais pour le cas quand même de ce cas, je vous coupe pas la parole, indiqué que c'est le pays qui aurait été justement demandeur de l'assistance. Ça ne justifie pas. Lorsque vous avez ratifié un texte, vous dites que vous êtes pour la non-ingérence, donc vous ne pouvez pas vous-même vous prévaloir d'appeler un voisin pour venir vous secourir. C'est la voie diplomatique qui doit être privilégiée à partir de ce moment-là. Et ça pose la question de savoir pour qui roulent ces organisations. Parce qu'effectivement, lorsque vous prenez sur vous d'aller intervenir dans un pays frère, ça suppose que vous êtes en train de violer éhontement cette clause qui stipule la non-ingérence et le respect de la souveraineté de vos États frères. Finalement, quel est le rôle de l'Union africaine et qu'est-ce que l'Union africaine a même dit? On a entendu parler de l'Union africaine à ce moment-là? Est-ce qu'elle a sorti un communiqué pour s'insurger ou bien pour dénoncer cet état de choses? Silence radio complet. Alors on se pose la question de savoir à quoi sert l'Union africaine au finish? Et plus précisément, à quoi sert donc l'argent qu'on envoie comme participation des États membres à l'Union africaine? Si c'est pour laisser courir ce type d'intervention fratricide en Afrique, quelle est donc la plus-value d'avoir une organisation qui ne sert pas les intérêts des États membres? Voilà la question qu'il faut qu'on se pose. Ça pose donc la légitimité même de l'Union africaine dans l'environnement et dans le contexte actuel. Aujourd'hui, plusieurs personnes admirent l'AES parce que justement, ils sont en train de mettre des fondements précis sur un fonctionnement qui va leur servir donc d'éléments de cohésion et de développement en même temps. Mais quand on regarde l'Union africaine, on se rend effectivement compte que déjà au niveau du fonctionnement, vous avez effectivement n'est-ce pas, les éléments sur la contribution des nations, États membres, et il y a également l'appui, n'est-ce pas, des impérialistes qui sont partie prenante dans le financement de l'Union africaine. Il y a véritablement un problème. Il y a un problème de souveraineté, et il y a un problème même de vision sur cet élément-là. Donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être un instrument panafricain et vous faire financer par les institutions extérieures à votre contexte. Cela signifie simplement que vous allez obéir au doigt et à l'œil de ce que voudraient donc les financeurs de votre organisation. Donc, à ce niveau-là, cette question fondamentale sur la refondation même de l'Union africaine se pose. Il faut véritablement une réelle refondation, que cette refondation-là soit justement basée sur des éléments concrets de la vision panafricaine réelle, pas néo-panafricaine parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs tendances, la vision panafricaine réelle qui voudrait effectivement mettre au cœur, n'est-ce pas, des relations africaines, les éléments fondamentaux de notre identité en tant qu'Africains d'abord et des éléments de souveraineté pour pouvoir décider de comment est-ce que nous allons donc prévoir les relations que nous voulons entretenir avec telle ou telle organisation ou tel pays, soit au sein de l'organisation ou bien en dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on nous dit qu'il y a eu cessation de paiement ou bien qu'il y a eu absence de paiement, nous, on se pose la question de savoir à quoi sert ce machin. Lorsqu'elle ne peut pas garantir la souveraineté de ses États membres, lorsqu'elle ne peut pas intervenir pour régler les questions existentielles. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, il y a des foyers de tension au Soudan, il y a des foyers de tension à RDC, il y a des foyers de tension en Afrique de l'Ouest, il y a des foyers de tension même en Afrique du Centre, en Afrique centrale. Mais est-ce que vous avez entendu l'UA? Qu'est-ce que l'UA a fait? Donc, on se remet à la question, mais les contributions que nous
en voyant même de ce côté-là à quoi est-ce qu'elles servent. Maintenant, sur le point de vue, j'ai envie de dire, orientation stratégique, est-ce que le Cameroun ne serait peut-être pas en train de réfléchir à sa posture par rapport à ces différentes institutions internationales qui, au finish, ne nous apportent pas grand-chose en termes de input pour voir effectivement que l'apport, n'est-ce pas, de ces institutions internationales a été de ceci dans tel ou tel domaine. Donc peut-être que nous sommes en train d'assister à un réaménagement de la vision politique des relations internationales que le Cameroun voudrait entretenir avec les institutions internationales. Et c'est davantage pour affirmer et réaffirmer notre souveraineté et notre indépendance quant à ce qui est des orientations politiques que nous voulons avoir pour notre nation. Et je crois que ce serait, si tel est le cas, j'encouragerais les pouvoirs publics à aller dans ce sens parce que, effectivement, ces cotisations ne profitent peut-être pas au Cameroun et on ne voit pas l'impact que ces institutions internationales-là ont justement sur les conflits interafricains, pour ne pas parler de conflits internationaux. Monsieur, on va faire un dernier tour de table parce qu'on avait dit que le programme devait s'achever dans les cours de 18h GMT, mais je voudrais justement, plus on a eu évoqué le cas de l'Union africaine, ça pourra vous permettre de vous étendre. Nous avons, il y a cette semaine, d'ailleurs, j'avais eu affaire à cette proposition auprès notamment de la direction des médias de For You, lorsque nous présentions le programme, le Grand Talk sur les antennes radio, d'une pétition. J'avais justement fait cette proposition en disant que il fallait la conduire. Elle devait tourner au moins sur 1 an parce que et puis être présentée de façon solennelle aux institutions ou bien au gouvernement lors du projet que For You Media a par la grâce de Dieu l'année prochaine au cours du mois de décembre prochain, parce que sur plus d'1 milliard d'habitants que l'Afrique compte, il faudrait au moins que nous ayons un maximum de signatures. Alors la pétition, c'est quoi? C'est que les peuples africains, ceux qui se veulent souverains et indépendantistes, doivent amener leurs dirigeants à pouvoir aller poser le problème de la refonte de l'Union africaine. Il faudrait revenir au fondement de l'Union africaine, une Union africaine qui serve les valeurs telles que précisées par les pères fondateurs, pour que l'on parvienne à pouvoir s'assumer. Parce que on a eu à évoquer des crises comme tout à l'heure, Monsieur Lombo le disait, crise au Soudan. D'ailleurs, l'une des choses qui nous avait amené à pouvoir le faire, je m'étais quand même écœuré que le président du Kenya, William Ruto, après la fameuse signature du contrat de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, avait indiqué au président Donald Trump que ce que vous venez de faire est quelque chose vraiment de très salutaire, d'une grande classe mondiale. Vous devrez faire la même chose pour le Soudan. J'ai vu comment les Africains, les dirigeants africains sont dans l'incapacité de résoudre leurs propres affaires. Ils veulent toujours s'intéresser aux autres. On a vu ce que la signature... Oui, vous aurez le temps, parce qu'il y a un temps de plus de parole. Je suis en train d'éduquer un mot de fin pour que vous puissiez avoir la parole. Indiquer au président américain que c'est vous qui avez la clé. Vous êtes le Manitou. Pourtant, il y a une institution qui est là, qui n'a pu rien faire. On a essayé par-ci, les chefs d'État eux-mêmes pensent que c'est toujours ailleurs qu'on pourra le faire. Les bombardements, les armes continuent toujours de crépiter du côté de l'Est de la RDC. On pense déjà que c'est la même personne qui doit aller résoudre le problème soudanais. Autant de choses qui ne parviennent pas. Donc, j'ai eu à indiquer qu'il faudrait qu'on aille vers la refonte. Je crois que cette pétition qui est en cours d'être faite d'ici la semaine prochaine, je crois qu'elle sera là, elle sera soumise. Et les uns et les autres vont y adhérer parce qu'il faut vraiment qu'on ait un changement des choses. Donc, quand je l'ai dit, ça nous amène à notre dernière prise de parole sur cette table et le commentaire viendra à qui le veut sur cette question de cette pétition qui est à venir pour la refonte de l'Union africaine, une véritable refonte pour revenir à ce que les pères fondateurs Kwame Nkrumah et autres ont eu à penser pour le bien de l'Afrique, une institution qui doit être pour les Africains et par les Africains, et non ce qu'on nous sert là, où ce sont des personnes d'ailleurs
qui finance, qui assiste à nos réunions. Vous ne verrez jamais quelqu'un de l'Union africaine prendre part à une réunion de l'Union européenne, encore moins de l'autre, pour apporter une décision. Monsieur Loué, on commence par vous. Un commentaire, peut-être ce que j'ai eu à dire, mais avec le dernier tour de table. Oui, je pense que c'est toujours un très grand plaisir. Parlant de cette pétition, je pense que ça ferait vraiment un très grand plaisir si les Africains peuvent encore réfléchir par rapport à leurs propres problèmes. Je pense que c'est toujours sur ce même plateau que nous avions évoqué le sujet de l'accord de paix entre la RDC et le Soudan. Et le Rwanda. Et le Rwanda, autant pour moi. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de ces conflits et de ces crises que l'on peut observer, il faut traiter les crises, les conflits à la base, afin que l'Afrique puisse vivre sans être une bombe à retardement, puisque les Africains sont des bombes à retardement. Excusez-moi de le dire ainsi, puisque c'est vrai, lorsqu'on parle de l'accord de paix, je pense que ça m'interpelle directement dans le sens des résolutions des conflits, puisque en Afrique aujourd'hui, les Africains ne font plus ce qui est de leur mieux pour développer l'Afrique, mais ça signifie que l'Afrique continue à vivre dans les conflits et que le plus important, c'est de parler de ces accords de paix et que cette pétition que vous avez mis oui, qui est en cours oui. Elle sera d'ailleurs soumise effectivement, donc je pense que c'est déjà au complet. D'accord. Donc je pense que c'est un agréable plaisir d'entendre cela. Merci. Merci à vous, monsieur Loué, d'être venu. Monsieur Atangana, dans l'ensemble des sujets, peut-être aussi un commentaire, parce que vous avez justement indiqué que l'Union africaine ne nous servait à rien. J'ai voulu revenir là-dessus parce que vous avez eu à toucher ce point en indiquant l'idée qui était la nôtre d'avoir pensé à cette forme de réforme. Mais sinon, votre mot de fin pour sortir sur les sujets que nous avons eu à échanger ce jour. Pour dire, pour qu'on se pose des questions. La prise de conscience passe par un questionnement. Pourquoi ça n'a pas marché, l'organisation de l'État africaine telle qu'elle était souhaitée par ses pères fondateurs, Kwame Nkrumah et tout le reste? Si on ne se pose pas cette question-là, c'est comme on dit chez nous, ne regarde pas où tu es tombé. Regarde où tu as trébuché. C'est-à-dire qu'en fait, on va refaire un truc sans se demander ce qu'il s'est passé, ce que les siècles d'esclavage et de colonisation ne nous ont pas laissé indemnes. Il y a donc deux types d'Africains, il faut les comprendre. Il y a un premier type d'Africain qui a été traumatisé par la colonisation et qui pense que l'être blanc est supérieur. C'est d'ailleurs, si vous regardez les décolonisations, qui a fait les élites chez nous? Qui a nommé les chefs d'État? J'ai bien nommé. Au début d'ailleurs, au Cameroun par exemple, il y avait un parti unique. Donc il n'y avait pas de vote. Ah bah oui, pendant 22 ans d'Aïdjo, il y avait un parti unique. Donc on votait. Comment voulez-vous voter et choisir quand vous n'avez qu'un seul choix? Et ça ne gênait pas beaucoup l'impérialiste, parce que c'est ça qui voulait, ça servait ses intérêts. Et c'était la même chose dans beaucoup de pays africains. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains croient que ce système-là doit rester parce que ce système-là les sert. C'est le cas de M. Tinubu au Nigeria. Et quand vous allez regarder la majorité, plus ils sont âgés, plus on trouve la proportion de ceux qui sont convaincus de leur infériorité. C'est comme ça. Si vous regardez les conversations entre M. Houphouët-Boigny et Mitterrand, vous aviez un chef d'État qui était soumis à l'autre et qui lui demandait à Mitterrand d'user de compréhension. Oui, vous savez, nous, vous devez comprendre que les rapports ne sont pas des rapports de compréhension. Les gens sont venus, t'ont esclavagisé, t'ont colonisé, et Dieu explique qu'ils doivent te comprendre. Vous avez pris l'exemple de M. Ruto en train de dire quoi? Au chef d'État américain de venir vous sauver de cette... C'est-à-dire qu'en fait, il est déconnecté de la réalité. Vous êtes en train de dire au chef d'État d'un pays qui a exterminé tout un continent fait d'Amérindiens,
je dis bien exterminés, et qui ne se posent pas des questions d'être un chef d'État, et que dans un pays où les autochtones n'existent plus. Ou quand un Indien, si un Amérindien est même est cadre dans les administrations, ça passe à la télé. Et quand vous dites que c'est cet homme-là qui est passé par l'esclavage, si je dis qui est passé par l'esclavage, c'est une symbolique. Hein. Faut pas qu'on me dise pour dire Donald Trump n'était pas allé pour l'esclavage, parce qu'il y en a qui sont suffisamment de l'autre pour ne même pas comprendre ce qu'on raconte. Par les colonisations. Monsieur Donald Trump, aujourd'hui, qui est président des États-Unis, est-ce qu'il ne voit pas les dégâts du franc CFA? Bah, évidemment, il les voit. Mais s'il montre le doigt au franc CFA, on va lui montrer le doigt sur le dollar. Bon, très bien, je ferme. Il y a encore une monnaie qui sert de monnaie d'échange dans le monde entier, qui a une armée qui impose la loi. Toutes les guerres dans le monde entier se font avec leur permission. Et les armes qu'ils fabriquent. Et toi, tu te lèves, tu expliques que c'est lui qui va venir résoudre ton problème. C'est que tu as un problème dans la tête. Non, non. La fin de l'esclavage, les luttes pour les décolonisations et les luttes pour le néocolonialisme existent parce que malgré ça, les gens se sont opposés et se sont battus. Si vous étudiez les colonisations en Afrique, le nombre de batailles qu'il y a eu entre les autochtones qui n'avaient que des flèches et les armées coloniales qui avaient des fusils, c'est énorme. Mais ça, on ne vous raconte même pas. Les révolutions qu'il y a eu à Yaoundé, Kribi, chez les Boulous. Et c'est à force de ces massacres, et il y a eu des massacres, ils ont commencé à lever. Et quand on a même voulu être sorti de la colonisation, ils nous disent, OK, on propose le néocolonialisme. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle le pacte... Monsieur Atangana, s'il vous plaît, vous allez rapidement... Désolé, vous avez voulu le résumer, malheureusement, ça devient long. Très bien, je voulais dire quoi? Je voulais dire que l'organisation, enfin l'unité africaine en tout cas, est une institution qui doit être créée par nous, pour nos objectifs, tout en tenant compte du fait que on va y trouver les Africains eux-mêmes en train de vouloir déstabiliser, comme ça arrivait à l'époque de Kwame Nkrumah. Ils vont venir d'entre nous. Exactement comme vous avez vu le Nigeria bombarder le Bénin. Donc il faut savoir ce qui a fait que ça n'a pas marché, savoir entre eux, parce que certains d'entre nous sont encore lobotomisés. Mais il faut qu'on prenne conscience qu'on en sortira de ça, de l'Afrique unie, pour dire à l'oppresseur, nous n'en voulons plus. Ça va. Merci à vous, Bruno Lombo, très rapidement, puisque nous devons rendre l'antenne. Il y a la messe africaine qui doit commencer tout à l'heure. Donc, disons simplement que, déjà, premièrement, par rapport au premier sujet, nous allons demander au pouvoir public de faire tout le nécessaire pour que la population ait de l'eau, parce qu'il est inconcevable que pendant 3 semaines, qu'on nous dise qu'une pompe est en panne et qu'on ne puisse pas trouver une solution à ce problème. Cela dénote d'une certaine incompétence que je crois ne pas être effective. Donc, nous prions ces pouvoirs publics-là de prendre en main ce problème. Et au niveau de l'Union africaine, il faut peut-être dire que j'ai l'impression, et j'ai envie de dire que la pétition elle-même ne suffit pas. Parce qu'il faut mener tout un plaidoyer sur cette question pour la refondation effective vraiment de l'Union africaine et de la redéfinition de ses missions pour qu'elle puisse justement servir les intérêts des États membres et pas servir les intérêts du néocolon. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir été des nôtres. Guy Bertrand Loré, conflictologue. Henri Atangana depuis Bruxelles, toujours répond présent, analyste politique et socio-politique. Merci à vous, Bruno Lombo, acteur politique, secrétaire national de développement du Peuple uni pour la rénovation sociale. Merci à l'IGA qui a assuré la réalisation du côté donc de la régie TV et qui est pour la partie radio. Madame, Monsieur, nous mettons un terme à ce rendez-vous. Bien entendu, espérons nous retrouver prochainement
prochainement sur les antennes de For You Media Africa pour d'autres rendez-vous. For You Media est au cœur justement de la CAN 2025 qui se tient au Maroc sur nos antennes radio et également sur nos plateformes digitales. Vous serez justement à l'écoute de ces informations et de cette Coupe d'Afrique qui doit s'ouvrir dans les prochaines minutes. Merci de nous avoir suivis et surtout excellente soirée.